travail. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci. Thank you, Honoré. First, with regard to my colleague, when we had in 2003, I think it was, we had the Congress of UIHJ in Tunis. And then we made this report, and this report was focusing on IT. And we started discussing there. Yeah, 2000? Yes, 2000? Oh, okay. We started a discussion there about the electronic signature, and everybody was looking what are they talking about, and probably we were too far away from IT developments, but IT developments go very quickly, and also we see that in the Netherlands, and we also see that in other countries. In fact, if you look in Europe, it's a spare point for instance, the European Union to have major developments in e-justice until 2020. Mathieu, can you put what does it mean if we talk about e-justice? E-justice, European Union describes it as the use of ICT to improve citizens' access to justice and to make legal actions more effective. That's a definition that is used by the European Union, but I think it's also a definition that could be used by us as an. Merci. Je dis bonjour à tous les confrères et tous les consoeurs. Je voudrais être très reconnaissant toujours à l'endroit de l'Union internationale des huissiers de justice qui vraiment nous a donné l'occasion en Afrique de nous approcher, de nous connaître, de partager nos expériences. Cela, il faut le dire, ça nous a fait grandir, les huissiers de justice africains. Encore une fois, il faut vraiment remercier l'Union internationale des huissiers de justice, à plus forte raison que nous nous retrouvons ici à Dakar. Et aussi, je voudrais remercier les confrères sénégalais, les consoeurs. J'ai un nom spécial quand je viens au Sénégal, depuis l'aéroport même jusqu'à la salle de conférence avec les amis qui m'appellent Aladji Mbaye. Or en réalité, je m'appelle El Djimbaye, c'est pas Aladji Mbaye. Bien, donc sans plus tarder, chers amis, les pratiques ou la pratique de la mise en œuvre des actes uniformes, notamment celui portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d'exécution, soulève beaucoup de difficultés. Les difficultés, nous les connaissons. Mais il est temps que les praticiens du droit les connaissent, les aplanissent et les maîtrisent et décryptent tous les contours, mais mieux, proposent et élaborent des manuels de bonnes pratiques pour les rendre efficaces. Alors, nous allons voir d'abord les difficultés d'ordre général ou les difficultés transversales. Le deuxième point, nous allons parler des difficultés liées à la mise en œuvre de la procédure d'injonction de payer et des voies d'exécution et faire quelques suggestions de solutions. Donc, les difficultés générales, on peut évoquer le peu ou pas d'accès aux sources d'information. On a toujours relevé cela, le peu ou pas d'accès aux sources d'information sur le patrimoine du débiteur. Ça demeure un problème crucial. Aussi, dans l'espace OHADA, l'on s'interroge sur le bien fondé de la subsistance de l'exéquature
Maître Alain l'a soulevé tout à l'heure, parce que le droit WADA a vocation à être appliqué dans tout l'espace WADA. Mais d'un pays à l'autre, les décisions rendues dans les mêmes conditions doivent être exéquaturées avant leur mise en application. Ça soulève une question. Mais aussi, l'on peut noter les entraves, sinon les nombreuses entraves et atteintes au titre exécutoire, particulièrement dans mon pays, le Tchad, où on va jusqu'à même destituer les huissiers de justice pour avoir cherché à mettre en exécution les décisions de justice. Et dernièrement, il y a un des huissiers de justice qui a été destitué alors qu'il avait reçu des instructions écrites en plus du titre exécutoire pour traduire dans les faits une décision rendue. Il a été destitué et malheureusement pour cette décision, on a dit après avis de la Chambre. Et alors la Chambre a répliqué par dire que on nous a fait dire ce que nous n'avons jamais dit. Cette décision ne peut qu'être rapportée si ça se base sur l'avis de la Chambre des huissiers pour destituer l'huissier de justice. Le ministère n'a qu'à rétablir automatiquement l'huissier de justice. Et heureusement que notre correspondance a amené les autorités à réfléchir et par bonheur, comme il y a eu changement à la tête de la justice, les nouvelles autorités judiciaires ont rétabli l'huissier de justice dans ses fonctions. Et vous voyez ce genre d'entrave. Le problème du concours de l'État à l'exécution des décisions de justice et son refus parfois de s'exécuter ou de faire exécuter les décisions de justice existe encore malheureusement dans nos pays et particulièrement dans mon pays. L'identification du juge du contentieux de l'exécution en droit interne, ce n'est pas déterminé au niveau interne, ainsi que, comme Madame le professeur l'a souligné tout à l'heure, la liste des biens insaisissables. Ça n'a pas été pris pour compléter au niveau interne les actes uniformes. Mais il y a aussi le régime des immunités des personnes publiques qui pose problème dans nos États. La question de l'exécution provisoire comme déterminée dans l'article 32 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et de voies d'exécution. Et à ce niveau, il y a abondamment les sursis à exécution, mais aussi le droit, la défense à l'exécution, parce que le sursis à exécution retarde l'exécution du titre exécutoire par provision ou l'anéantit complètement. Lorsque l'exécution par provision est faite et que le titre exécutoire l'anéantit, les sommes d'argent sont restituées, des objets reçus restitués ou l'équivalent en argent payé, ce qui, à notre avis, est tout à fait normal. Et il y a aussi la défense à exécution. Pour retarder l'exécution provisoire, on évoque généralement le risque de l'insolvabilité du bénéficiaire si le titre exécutoire définitif vient à remettre en cause la mesure provisoire. Ça, c'est les difficultés générales que nous rencontrons, mais plus spécifiquement les difficultés suscitées notamment par la mise en œuvre pratique de l'acte uniforme WADA. Dans un premier point, les difficultés de mise en œuvre de la procédure d'injonction de payer, la notion de créance incertaine ou l'absence de justificatif de la créance, mais le régime des nullités également lié à l'établissement de l'acte de signification par l'huissier. C'est pourquoi à ce niveau, nous sommes appelés à être beaucoup plus professionnels quand nous faisons la signification des actes en matière d'injonction de payer. Les difficultés pratiques relatives à la phase contentieuse. L'on reproche
les lenteurs qui sont connues quand l'injonction de payer arrive à la phase contentieuse, des renvois à n'en plus finir, alors qu'on parle de procédures simplifiées de recouvrement. Mais il y a aussi les difficultés relatives aux voies de recours, comme l'opposition, l'appel, les défenses à exécution, comme j'ai soulevé tout à l'heure, le sursis à exécution, qui crée énormément de difficultés en matière de procédure d'injonction de payer. Les difficultés résultant de la pratique des voies d'exécution, donc, comme il y a le problème de temps, le créancier dispose quand même les possibilités de procéder à des saisies conservatoires, des saisies attributions, des saisies ventes, des saisies immobilières et en matière OADA, nous avons énormément de problèmes qui sont soulevés et fort heureusement, la plus haute juridiction qui est la CCJA a rendu d'abondantes décisions et nous aide à avancer et à éviter les difficultés, les nombreuses que nous connaissons en matière de contentieux sur les procédures de recouvrement et des voies d'exécution. Donc, un thème aussi intéressant, mais le temps qui m'est imparti, je suis obligé de faire une introduction. Donc, très rapidement, je vais aborder les difficultés de mise en application de ce terme et puis formuler, s'il y a lieu, des recommandations aussi très importantes. Alors, en ce qui concerne les difficultés pratiques de la mise en application des dispositions de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution, j'ai déjà recensé en ce qui concerne l'absence de célérité, le formalisme, les difficultés de recouvrement des créances déjà contre des créances publiques envers l'État et les entreprises publiques déjà abordées par mon confrère Élysée, et puis les difficultés liées à l'assistance de la force publique. En ce qui concerne l'absence de célérité, à l'origine, l'objectif des législateurs de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution était de permettre à tout créancier d'être en mesure d'initier une procédure de recouvrement contre son débiteur et d'obtenir dans les délais raisonnables le paiement de sa créance. Il reste cependant qu'en réalité, cet objectif n'est pas atteint du fait des multiples possibilités de recours offertes aux débiteurs pour contester les procédures de recouvrement et des exécutions entreprises à son encontre. En outre, les juridictions saisies de ces différents recours n'évitent pas leur saisine dans les meilleurs délais et lorsque les décisions sont prononcées, elles ne sont pas immédiatement disponibles. Il s'ensuit qu'un créancier poursuivant, bien que disposant d'une créance incontestable, peut souvent mettre 2 à 3 ans pour obtenir de son débiteur le paiement de cette créance si celui-ci ne s'est pas rendu insolvable entre-temps. Le formalisme très lourd des procédures. Les dispositions de l'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des voies d'exécution mettent à la charge du créancier poursuivant le respect d'un formalisme rigoureux quant à la rédaction des actes et à l'observation des délais de procédure. Le non-respect par le créancier de ce formalisme peut entraîner la nullité de la procédure de recouvrement ainsi entreprise et contraindre celui-ci à la reprendre entièrement. Cette situation protège le débiteur indélicat qui use des droits conférés à ce formalisme pour retarder au maximum les procédures de recouvrement à son encontre. En ce qui concerne les difficultés déjà abordées, je ne vais pas trop m'attarder dessus, le recouvrement de créances publiques envers l'État et les entreprises publiques. En raison de cette règle, les créanciers détenant à l'encontre de ces derniers un titre exécutoire ont des difficultés pour procéder au recouvrement de leurs créances. La compensation prévue à l'alinéa 2 de cet article, l'article 30 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution, comme solution n'est pas une réalité, car dans la pratique, il est difficile à mettre en place, et ce d'autant plus que le créancier poursuivant n'est généralement pas débiteur de l'État, de sorte que la compensation préconisée ne peut s'opérer. Il en découle que le créancier, bien que détenant une créance contre l'État et ses démembrements, ne pourra pas obtenir paiement de celle-ci.
en ce qui concerne les difficultés liées à l'assistance de la force publique. Au terme des dispositions de l'article 29 de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution, il est fait obligation à l'État de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice. Il ressort du même texte que la formule exécutoire vaut réquisition de la force publique. Enfin, la créance ou le refus de l'État de satisfaire à cette exigence légale engage sa responsabilité. Il reste cependant, bien que la décision soit revêtue de la formule exécutoire et présentée aux autorités policières ou des gendarmeries, celles-ci se refusent de prêter leur concours. En effet, il exige qu'une demande à cette fin soit préalablement adressée au procureur de la République et ce n'est que sur accord de ce dernier qu'elles peuvent assister l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée. Ainsi, l'assistance de la force publique relève du bon vouloir du procureur qui, en cas de refus, la décision ne sera jamais exécutée. Par ailleurs, en parfaite violation des dispositions de l'article 29, précité le garde des Sceaux, ministre de la Justice de notre pays, au terme d'une circulaire numéro 013 du 15 avril 2016, informe les acteurs de la justice qu'il faut désormais se référer à son service pour toute demande de réquisition de la force publique émanant d'un huissier de justice chargé de l'exécution d'une décision de justice dans un établissement financier. Cette circulaire constitue, à n'en point douter, une atteinte considérable à l'exécution des décisions de justice contre les établissements bancaires qui ne pourront pas faire l'objet d'aucune exécution forcée en raison du refus de la chancellerie de faire assister l'huissier par la force publique. Tout ceci dénote qu'en réalité, la formule exécutoire ne vaut pas automatiquement réquisition de la force publique. Le non-respect de cette règle constitue donc un frein à l'exécution des décisions de justice. Dans la pratique, la responsabilité de l'État n'est généralement pas engagée par le créancier poursuivant, victime de ce refus d'assistance de la force publique, car ce dernier estime qu'on ne gagne jamais contre l'État. Les recommandations. En ce qui concerne les recommandations, après avoir examiné ces difficultés non exhaustives, de l'application pratique des dispositions de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution, il convient d'examiner quelques recommandations dans le but de les améliorer, à savoir la révision de l'acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement et des voies d'exécution en clarifiant les différents articles posant un problème d'interprétation. Rendre plus souple la saisine de la CCGA par des citoyens des États membres qui souhaiteraient un avis sur des questions bien précises. La formation continue, comme l'a déjà dit mon confrère, des acteurs intervenant dans la mise en application des dispositions de l'acte uniforme relatif aux voies d'exécution, à savoir les magistrats, les avocats, les huissiers, les juristes d'entreprise, pourquoi pas les forces de l'ordre. D'uniformiser les modalités d'assistance de la force publique dans les États partis en insistant sur l'application stricto sensu des dispositions de l'article 29 de l'acte uniforme portant voie d'exécution et que la simple présentation de la décision revêtue de la formule exécutoire devrait suffire à voir le concours de cette force publique. La nécessité de revoir les conditions d'immunité d'exécution accordées aux États et à ses démembrements afin de sauvegarder les intérêts des créanciers poursuivants. La nécessité d'organiser les juridictions internes afin que la célérité dans le prononcé et la rédaction des décisions soient de mise. En conclusion, on pourrait retenir que dans la pratique, l'application des dispositions de l'acte uniforme relative aux voies d'exécution, des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution connaît des difficultés certaines qui nécessitent un toilettage des tests et relatifs afin de les adapter aux réalités du terrain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, il est effectivement question ici de parler des défauts de sécurité juridique. 3 micros. Et particulièrement s'intéresser à la législation de l'Union européenne et particulièrement la législation sur l'introduction de l'instance. Donc allons à l'essentiel. Depuis une quinzaine d'années, nous avons des actes législatifs européens dans l'Union européenne. Il y en a une vingtaine. La plupart ont des objets proches, voire similaires. C'est-à-dire que nous avons par exemple des règlements
qui permettent à un titre obtenu dans un État d'être exécutoire dans un autre État. Mais malgré la multiplication de ces instruments-là, il reste des domaines encore peu explorés par l'Union européenne. Parmi ces domaines peu explorés, nous avons l'introduction de l'instance. Alors, en 2009, l'Union internationale des huissiers de justice a souhaité alerter l'Union européenne sur la pertinence, sur l'opportunité de s'intéresser à l'acte introductif d'instance et plus généralement à l'introduction de l'instance en matière civile et commerciale. Il y a eu un colloque très important organisé par l'Union européenne en Roumanie, à Sibiu, en 2009, et l'Union a présenté un rapport qui s'intitule « L'acte introductif d'instance, maillon faible de l'espace judiciaire européen ». Et ce n'est pas un simple rapport qui vient s'ajouter aux autres, non, ça c'est un rapport qui a une particularité. Il contient un avant-projet de directive européenne. On vous dit que l'Union européenne est une force de proposition, ça se vérifie ici. Alors, dans cet acte, projet d'acte ou avant-projet d'acte, l'Union internationale des huissiers de justice s'est intéressée au contenu que pourrait avoir l'acte d'introductif d'instance harmonisée, mais pas seulement. Elle s'est également intéressée à la signification de cet acte. Alors je vous passe les détails, je voulais vous parler du principe même de cette action. Je voulais vous indiquer qu'il faut être prudent, notamment parce que les traités européens érigent en principe directeur de l'action de l'Union européenne le respect des systèmes et traditions des États membres. Donc il faut quand même être prudent, pas imaginer n'importe quoi. Mais il y a des raisons d'être optimiste. Il y a de réelles raisons d'être optimiste. Ne serait-ce que parce que la Commission européenne, qui est celle qui propose les actes législatifs européens, tient comme critère d'action l'existence de disparités entre les législations nationales. Et pas n'importe quelle disparité, parce que sinon ça justifierait une action de l'Union européenne dans tous les documents. Non, une disparité en termes d'efficacité. Et l'Union internationale des huissiers de justice a, par ses travaux, mis en lumière l'existence de ces disparités sur l'introduction de l'instance. Donc, à mon sens, le principe d'une action n'a plus à se poser. Toutes les conditions sont réunies pour une action de l'Union européenne sur l'introduction de l'instance. Mais que faire? Quel serait le contenu de cette action? Alors, il y a deux questions à se poser au préalable. D'abord, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut harmoniser ou est-ce qu'on veut uniformiser? Si on harmonise, on fixe des objectifs de façon plus ou moins précise, mais on laisse les États libres de choisir les moyens pour atteindre des objectifs. Soit on cherche à uniformiser, et là, plus de marge de manœuvre pour les États. Entre nous, ce n'est pas réaliste. D'envisager l'uniformisation, il est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus intelligent d'envisager l'harmonisation. Deuxième question, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut une action applicable uniquement aux litiges transfrontaliers, c'est-à-dire qui implique deux États au moins, ou est-ce qu'on veut une action qui s'applique également aux litiges purement internes? Alors pourquoi la question se pose? C'est vrai qu'en Afrique, on n'a pas le même problème avec les actes OHADA. Il s'agit que dans l'Union européenne, quasiment tous les instruments s'appliquent uniquement dans les litiges transfrontaliers. C'est pour ça que la question se pose. Mais à mon sens, quand on raisonne sur l'introduction de l'instance, ça serait contre-productif de s'en tenir aux litiges transfrontaliers. Il faudrait également envisager une action sur les litiges purement internes, d'autant plus qu'on a des articles dans les traités européens qui peuvent servir de base, notamment l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je passe. Simplement deux idées sur le contenu que pourrait avoir l'action de l'Union européenne. Alors, l'UIAJ, je vous l'ai dit, a proposé un avant-projet de directive et s'est intéressé au contenu de l'acte introductif d'instance harmonisée et aux modalités de signification. Et elle a proposé de façon fort pertinente que l'acte